va justement poursuivre avec le bien-être et la pratique équestre, notamment dans le sport de haut niveau. Comment le sport de haut niveau s'adapte-t-il à ces nouvelles exigences? Pour introduire cette séquence, Arnaud Boitteau, cavalier international et écuyer du Cadre Noir de Saumur. Bienvenue Monsieur Boitteau. Et pour vous interroger, Kamel Boudra de RMC Sport est bien connu dans le monde du cheval. Alors, allez-y, mettez-vous là, ici, et Kamel ici. Merci, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Bonjour Arnaud Boitteau. Bonjour. J'ai l'audace de vous présenter, ça sert peut-être à rien. Vous êtes d'abord écuyer du Cadre Noir. Vous représentez donc l'équitation française, bien sûr, dans ce cas-là d'historique et sportive. Et puis vous êtes champion olympique en 2004 par équipe à Athènes, et puis champion d'Europe par équipe, c'était une année avant. La question, évidemment, ouais, c'est vrai que ça mérite de souligner les performances de l'équitation française. Justement, la question, c'est est-ce que lorsque vous étiez aux Jeux Olympiques, par exemple, est-ce que vous avez senti que vous mettez à mal le bien-être de votre cheval pour arriver à une telle performance? Est-ce que le haut niveau malmène le bien-être du cheval? Très sincèrement, je ne pense pas. Et si je le pensais, très sincèrement, je serais probablement ni là, ni même à cheval tous les jours pour entraîner mes chevaux de sport. Je pense que le haut niveau est un peu un summum d'exigence sur le plan de la performance. C'est sa définition, ou une de ses définitions. Mais que notre obsession, nous, quotidienne, c'est de faire que le cheval adhère au maximum à ce beau projet et soit dans les meilleures, où ait les meilleures capacités possibles pour y parvenir. Donc je pense que le bien-être animal nous monopolise beaucoup parce que tout simplement, et sans démagogie, on aime les chevaux. Ça me paraît compliqué de faire ce qu'on fait sans aimer les chevaux. Et puis deuxièmement, le bien-être animal est un facteur de performance, je pense. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un cheval peut donner le maximum de son potentiel, comme on lui demandera lors d'une grosse échéance, sans être aussi bien mentalement que physiquement. Ou tout au moins, si ça n'est pas le cas sur une compétition, la pérennité de la performance sera forcément atténuée et même probablement empêchée. Donc, je pense sincèrement que les exigences de nos sports, et moi je fais du concours complet, dont on a souvent l'habitude de présenter, ou qu'on a souvent l'habitude de présenter comme étant la discipline la plus exigeante, je pense sincèrement que dès lors qu'elle est raisonnablement appréhendée et négociée sur le plan de l'entraînement, est très acceptable pour un cheval. Et de toute façon, si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment on pourrait performer comme il faut. Cela a quand même beaucoup évolué, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait quand même des images de cross, notamment, quand on les regarde aujourd'hui, qui ont terriblement vécu, vieilli. Elles n'étaient pas toutes très très belles. Il y a eu une prise en compte de la part des organisateurs, de la part des cavaliers, de la part de ceux qui dessinent les parcours. Il y a des choses qui ont évolué, qui peut-être vont encore évoluer. On parle beaucoup de sécurité. Le cross particulièrement a quand même changé. On respecte plus l'animal qu'il l'était dans le passé, non? Alors tout à fait. Bon, alors il se trouve qu'on est dans une période actuelle en plus où la sécurité en concours complet est plus que d'actualité et donc on est totalement obsédé par ça. Alors je vous rejoins totalement quand vous évoquez des images, des vieilles images de complet ou de cross qui n'étaient pas toujours très belles. Ça c'est sûr. En 1968, il y a un cheval qui a mis pour un cross de 12 minutes, qui a mis 2h17, et il y a 8 chevaux qui sont morts. Bon, ça, c'est vraiment la préhistoire. Oui, moi si le cross créait encore ce genre de statistiques, je serais sûrement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. L'effort fait par la FEI, par les chefs de piste, est permanent pour essayer de faire que tout se passe du mieux possible. On a un pourcentage d'accidents qui est très faible, eu égard à des règles du jeu qui sont quand même intrinsèquement
potentiellement dangereuse puisqu'il s'agit de sauter des obstacles fixes qui ne tombent pas. Alors aussi bien dangereuse d'ailleurs pour le cavalier que pour le cheval. On pourra toujours dire que le cavalier l'a choisi, ce qui est une réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux d'accident est très faible et qui reste probablement encore trop élevé, probablement, mais que chacun des acteurs du sport ne cesse de se pencher sur cette question. Comment faire, comment tendre vers le risque zéro? On a plein d'idées là-dessus qui sont déjà mises en œuvre et qui, pour la plupart, portent déjà très nettement leurs fruits. Alors pour autant, pour être vraiment à 100% dans le sujet de cette journée, on a vu dans le jumping, par exemple, lors des derniers championnats d'Europe à Rotterdam, des personnes contre le sport, l'utilisation du cheval pour les sports équestres, vouloir interrompre un parcours de Mark Hutzegger qui a terminé sans faute, etc. Ces gens-là ont posé une véritable question, à savoir est-ce que l'utilisation du sport, c'est ce que faisait l'invité précédent, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les responsables internationaux de très haut niveau, donc des gens comme vous ou des gens de l'institutionnel, est-ce que vous pensez qu'ils répondent particulièrement bien à cette question? Peut-être la question est, de leur part, pas toujours bien posée, mais est-ce que vous pensez qu'on est capable, nous qui sommes dans le monde du sport, d'y répondre avec une clarté franche et sûre? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord parfois faire un ménage à l'intérieur du sport et de certains cavaliers? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des sanctions? Il faudrait pas être beaucoup plus rigoureux pour que l'ensemble des cavaliers internationaux et des amateurs de sport puissent répondre sans doute à cette question? Oui, alors c'est la question des exceptions ou de ceux qui, dans le sport, n'ont pas les comportements adéquats. C'est évidemment, ça serait ridicule de dire qu'ils n'existent pas. Je pense quand même que les instances dirigeantes font vraiment le maximum pour essayer de faire que ce sport soit toujours plus correctement pratiqué. Il y a sans conteste un travail d'éducation, je pense, très important qui reste à développer sur la manière dont on doit faire prendre conscience à quelqu'un qui se lance en équitation et qui plus est avec des visées sportives de haut niveau, faire prendre conscience qu'a priori leur élément de pratique, le cheval, n'a pas de vocation particulière, je pense, à sauter des obstacles, à faire du dressage ou à faire du jumping, mais que dès lors qu'on a accepté qu'on acceptait qu'il le fasse, et c'est sûrement une condition qui me paraît plus enviable que celle qui est réservée à d'autres chevaux, on parlait de l'hypophagie ou autre, alors, et à renfort d'éducation et de théorie, leur expliquer que par des méthodes d'entraînement adéquates, dosées, à l'écoute de l'animal permanente, alors on va le faire adhérer à ce projet commun et qu'à cette condition-là, et en ayant cesse de vérifier que les indicateurs de bien-être que sont le regard, l'état corporel, autant de choses qui me font penser que les chevaux de haut niveau vivent bien leurs conditions, et on voit rarement de chevaux moches, au moins sur ces critères-là. Alors à cette condition, c'est un sport qui est non seulement acceptable, mais fabuleux, fantastique. Ceux qui ont été les plus modernes, qui vous ont amené à ne pas avoir le choix de prendre beaucoup plus d'intérêt au mental du cheval, c'est les chefs de piste. Parce qu'en jumping, par exemple, il y a 20 ans, on pouvait faire des préparations ou des choses qui n'étaient pas très, très, très belles. Aujourd'hui, il faut des chevaux qui soient vraiment avec un mental fantastique parce que tout est très léger et il faut qu'ils donnent d'eux-mêmes. Pareil en cross, aujourd'hui on a ce qu'on appelle les strings, les obstacles très étroits. Si vous faites pas corps avec votre cheval, de toute façon vous perdez. Donc maintenant techniquement vous n'avez presque plus le choix que de former, que d'avoir une symbiose avec l'animal. Oui, je pense que c'est une évolution. Là, Kamel, vous parlez de l'évolution technique avec laquelle je fais un lien sur le domaine du bien-être, puisque dès lors qu'on élève l'exigence technique de la performance, surtout en cross, on écarte d'autant la notion de franchise absolue telle qu'elle était exigée il y a quelques années. Il y a quelques années, le bon cheval de cross, c'était en gros celui qui avait le moins peur.
Maintenant, le bon cheval de crosse, c'est celui qui est le mieux dressé, qui sait le mieux résoudre, évidemment sous les actions adéquates de son cavalier, les difficultés techniques, donc à base d'obstacles très directionnels, au front très étroit. Et c'est ces chevaux-là, maintenant, qui sont les meilleurs. Et par rapport à notre question du bien-être, incontestablement, il sera toujours plus raisonnable et sur le plan de l'éthique satisfaisant de sanctionner sur une capacité technique que sur un côté tête brûlée. Dernière question, vous êtes une image du sport, vous êtes champion olympique, vous êtes écuyer du Cadre Noir, donc la grande image du sport français. Vous avez un devoir là, et est-ce que l'école, par exemple, a aussi ce but d'exemple dans l'éducation du respect du cheval? Est-ce que ça fait partie de... Ah ben, je dirais que si nous, à l'école, à Saumur, on ne l'a pas, qui l'aura? ou à défaut, on a de toute façon... Est-ce que vous sanctionnez un élève qui ne fait pas bien, par exemple, avec un cheval? Est-ce que vous lui dites vraiment, non, stop, là, c'est pas comme ça que tu obtiendras les choses? Au quotidien. Avant de lui expliquer comment on saute un obstacle ou comment on fait une épaule en dedans, on commence par lui expliquer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée d'adhésion du cheval à son projet à lui. Et donc, avant d'en faire des grands cavaliers, on veut en faire des grands hommes de chevaux. Et d'autant plus parce qu'on est une école et qu'on a vocation d'exemple, et qu'on a également une tradition à rappeler en permanence. On a comme exigence première la relation au cheval par ce biais de devenir un homme de cheval, avant même l'idée de technique. Et la technique vient ensuite. Et on explique ensuite que la technique a servi le cheval dans son utilisation par l'homme. Quand on fait référence, par exemple, au travail sur le plat, la manière dont il faut travailler dans l'harmonie musculaire, la mise en place du dos. On parlait tout à l'heure des problèmes dorsalgiques des chevaux, qui existent effectivement, mais qu'au quotidien, nous, on a de cesse, sans être forcément vétérinaire, d'empêcher par la notion du travail juste, du travail dans l'harmonie musculaire et au final dans l'harmonie mentale. Merci Arnaud. Alors on va poursuivre cette... Oui, on peut l'applaudir. Arnaud Boiteau, vous restez avec nous encore quelques instants, puisqu'on va poursuivre cette séquence sur le bien-être et la pratique équestre, notamment dans le sport de haut niveau. Et on va appeler Hélène Roche, elle est éthologue. Madame Roche, merci de nous rejoindre. Alain de Royer-Dupré, entraîneur de chevaux de course. Bienvenue également à Monsieur Royer-Dupré. Charlotte Rabouan, directrice des écuries d'Air Pur. Bienvenue également à vous. Guillaume Maupas, le directeur du trot. Et à vos côtés, Kamel, Marion Dubois qui va revenir. Marion de Ouest France. Alors vous avez chacun 2 micros et puis autour de cette table ronde, vous passerez les micros. Hein. Bonjour, donc Hélène Roche, nous allons commencer cette table ronde sur le bien-être et la performance avec vous, car vous avez l'habitude d'étudier les chevaux sous toutes leurs coutures, puisque donc vous êtes éthologue, c'est-à-dire spécialiste de leur comportement. Avec vous, c'est un peu comme si les chevaux savaient parler. Pour commencer, aidez-nous à définir la performance chez les chevaux. De quoi on parle? Quelle définition pouvons-nous en faire? Alors moi, donc je ne fais pas de recherche, je précise, je suis spécialisée en vulgarisation scientifique, mais du coup je lis beaucoup ce qui se fait en termes d'études sur les chevaux et leur comportement en particulier. Donc la performance, je pense qu'il y a que moi, en tant que personne, j'ai l'acception générale des paramètres qu'on va avoir comme les performances sportives, telles que aller vite, sauter, enchaîner des mouvements plus ou moins complexes, par exemple pour une reprise de dressage ou même un parcours d'obstacles. Et puis il y a peut-être des choses auxquelles on pense moins. Pour moi, la longévité d'un cheval dans un métier qu'on peut lui choisir, parce qu'on parlait de travail, on pourrait parler de métier, peut-être de chevaux aussi. La longévité dans une activité, pour moi, c'est une performance. Et dans le milieu de l'éthologie, la performance, c'est pas quelque chose qu'on va mesurer vraiment. En tout cas, c'est pas le mot qu'on emploie. Mais par exemple, en écologie comportementale, sur les chevaux à l'état naturel,
Donc là, j'ai mis une photo des chevaux de Przewalski, voilà, qu'on voit derrière moi. On va parler par exemple du succès reproducteur, des étalons, des juments, à savoir combien ils ont de descendants dans leur vie. Donc quelque part, c'est une performance. Leur longévité aussi, leur espérance de vie, tout ça, on pourrait parler de performance. Mais moi, ce qui m'interroge et ce que je perçois comme performance dans l'interaction entre l'homme et le cheval, c'est la capacité qu'a le cheval à s'adapter à plein de situations différentes et à s'adapter, par exemple, un cheval de club qui va passer d'un cavalier à un autre de morphologie et de niveaux différents. Pour moi, ça, c'est une performance. Un cheval qui va aussi s'adapter à une situation de médiation. Donc qui va s'adapter à un public en situation de handicap et répondre finalement au métier qu'on lui a choisi en tant qu'humain. Et puis on a aussi, je pense, d'autres éléments qui seraient intéressants d'étudier et ce sur quoi l'équipe de Jocelyne Porcher travaille, c'est tout ce qui est prise d'initiative de la part du cheval. Alors ça, on l'appréhende même en compétition dans le travail du bétail, par exemple, des chevaux qui vont être même évalués sur leur capacité à prendre des initiatives. Et ce qu'on ne mesure pas forcément dans d'autres secteurs d'activité des chevaux, c'est par exemple les chevaux qui vont sauver dans une combinaison le cavalier qui a peut-être mal compté sa foulée, des chevaux qui vont en débardage choisir le meilleur itinéraire en fonction de la difficulté du terrain et de la charge qu'ils ont à tirer, des chevaux qui vont aussi, on parle de ça chez certains entraîneurs, de désobéissance intelligente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous avez peut-être entendu parler parfois d'un poney d'enfant qui, au lieu de rester au trot, va s'arrêter parce que le cavalier est en déséquilibre et du coup, il prend cette initiative de finalement désobéir et s'arrêter. Pour moi, ça, c'est de la performance. Donc, la performance, elle est un petit peu... on peut l'imaginer partout et pas que, je pense, dans le sport. Et notamment sur ces aspects d'interaction et de compréhension qu'ont les chevaux de la situation qu'on leur propose. Pour moi, ça, c'est une performance. Et on revient sur l'aspect de communication qui a été évoqué précédemment. Est-ce que justement, dans cette notion de performance, est-ce que les chevaux eux-mêmes savent se situer? Est-ce qu'ils arrivent à se jauger et à savoir... Alors, sont bons ou pas bons. Sur cette notion de savoir si un cheval est plus performant qu'un autre, je pense que la performance, là, on est sur des critères humains. C'est des perceptions humaines, des valeurs humaines. Est-ce que les animaux perçoivent la même chose que nous? Je pense qu'ils ont leur filtre d'interprétation et probablement une situation que nous, on va attribuer, classifier dans la performance. C'est pas la même chose pour eux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les chevaux, ils associent des choses, ils comprennent des choses. Et on a évoqué tout à l'heure les relations qu'ils vont établir dans des groupes, notamment la hiérarchie de dominance, c'est un individu qui va être supérieur par rapport à un autre dans une situation de ressources limitées. Par exemple, des étalons à l'état naturel, une fois qu'ils ont dépassé l'âge de 5 ans, ils vont entrer en compétition pour l'accès aux juments et à la suite d'interactions agressives, un étalon va pouvoir conserver une ou plusieurs juments et les jeunes. Et une fois qu'ils se sont, on va dire, rencontrés et qu'ils ont pu mesurer leur force, parfois par des combats répétés, parfois il n'y a même pas besoin de combat, juste des rituels vont suffire, et ils vont se souvenir qui a l'avantage sur l'autre. Donc finalement, ils savent se situer par rapport aux autres. Donc ça, c'est dans un contexte naturel. Maintenant, dans un contexte domestique, on a certainement des situations où des chevaux créent des associations. Dans les courses, c'est connu des entraîneurs. Un cheval qui a mal vécu une course, pour lui redonner le moral, on va le faire courir à l'entraînement avec un cheval qui est d'à peu près son niveau ou même inférieur et le laisser gagner, par exemple. Mais si ce cheval a, par exemple, pris peur dans une situation de course où c'est démotivé parce que c'était trop dur pour lui physiquement, mais donc par voie de conséquence moralement, ce cheval-là peut avoir associé un autre cheval, spécifiquement celui-ci, à cette situation finalement de souffrance et de mal-être. Et du coup, la fois où il va le recroiser, même pas essayer de lutter contre ce cheval-là. Donc finalement, on peut avoir d'un point de vue humain l'impression qu'il sait qui est le plus fort, mais du point de vue du cheval, c'est peut-être un sens tout à fait différent que celui qu'on veut bien accorder, de dire c'est lui le meilleur que l'autre. Très bien, merci. On va peut-être vous redonner la parole un peu plus tard. On va enchaîner avec vous, Charlotte Rabouin, puisque donc vous dirigez les écuries d'air pur près d'Angers, à Soulers-et-Bourg précisément.
dans la salle vous demandez peut-être pourquoi on associe une directrice d'un centre équestre dans une table ronde sur la performance, mais justement c'est une notion importante car la performance peut aussi se cacher, ce que disait Hélène, dans la longévité des poneys qui permettent aux cavaliers d'apprendre l'équitation. Chez vous, Charlotte, c'est le paradis des séjours équestres. Et donc, en tant qu'enseignante, comment alliez-vous le bien-être équin et l'apprentissage ? Alors déjà, je rebondis par rapport à ce qui s'est dit ce matin aussi. Tous nos chevaux vivent dehors. On a 50 chevaux et poneys. Alors au départ, on se disait que c'était facile parce que c'est des races rustiques. On a une vingtaine de poneys Shetland, une vingtaine de chevaux islandais. Et eh bien non, les autres, mes chevaux de sport qui ont fait beaucoup de compétitions, CSO amateurs, vivent dehors. Ils s'en portent aussi bien. On parlait de sécurité dans le centre équestre aussi. Voilà, c'est des chevaux qui vivent en troupeau, qui vivent en interaction. Ils se connaissent. Donc évidemment, dès qu'on va les mettre en situation de groupe pendant les séances, de groupe pendant les promenades, voilà, ils ont tous leurs codes sociaux. Ils savent qui est qui. Et ils vont pouvoir nous aider à mettre les humains en relation entre eux, parce qu'ils vont vraiment être acteurs de la séance avec beaucoup de bien-être. Voilà. C'est des chevaux respectés et des chevaux qui vont donner. Est-ce que vous avez remarqué une hausse peut-être des questions de la part des parents ou des enfants sur le bien-être, des poneys qui montent, des chevaux qui manipulent ? Est-ce que ça se sent ? Je crois qu'on est très acteurs de ça, en fait. C'est nous qui allons les solliciter. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes. Ils nous posent toujours la question, mais quand il pleut, est-ce qu'ils sont dehors ? Bah oui, quand il pleut, ils restent dehors. Ah bon, mais la maison des chevaux, c'est le box ? Non, mais la maison des chevaux, c'est le pré. Donc on est là, on est enseignant. Je pense qu'on remet en valeur toutes les compétences d'un enseignant d'équitation, parce que l'enseignant d'équitation, il n'a pas les deux pieds dans le bac à sable. Il a la volonté et la compétence d'accompagner le cavalier qui prend son licol, qui va aller observer dans le pré, chercher son cheval, pouvoir mettre un licol, aller l'équiper, bien évidemment. Mais c'est tout ça, l'équitation. Et l'enseignant est vraiment valorisé. On va développer cette valeur ajoutée d'aller transmettre notre passion d'équitation parce qu'on est fiers, on est content, on est heureux pour nos chevaux de les voir vivre comme ça. Et on transmet tout ce qu'on peut voir dans nos prés. Ça, c'est sûr. Les enfants sont peut-être d'ailleurs plus heureux d'aller chercher un poney au pré plutôt que d'aller dans un box qui est noir et d'aller dans un manège où il fait un peu... Ouais, alors honnêtement, les enfants, et y a toujours des petites questions d'adultes, mais c'est sûr que les enfants, ils ont cette envie d'aller dehors, il pleut, ils s'en fichent. Il n'y a que les adultes qui se posent des questions, savoir s'ils ont mis des bottes ou un manteau, mais les enfants, ils vont aller courir dehors et ils sont très heureux d'aller chercher les poneys, même s'ils sont mouillés. Et ça, c'est juste un frein d'adulte. Donc on travaille beaucoup plus sur l'accompagnateur, le parent, encore une fois, qui vient. Votre démarche, elle a été faite pour des raisons économiques ou pour une véritable démarche de bien-être du cheval ? Alors, un peu les deux. Au départ, on s'est dit, on n'aura jamais les moyens de mettre tout le monde à l'intérieur. Et puis en fait, à un moment donné, on a commencé par les plus rustiques. Et puis finalement, même mes chevaux de sport devenaient fous. Ils faisaient des allers-retours box-paddock. Et c'était compliqué de les rentrer. Donc on les a laissés tous dehors. Et bien sûr qu'économiquement, on l'a entendu ce matin dans les écuries actives, quelle économie. C'est-à-dire que mon moniteur d'équitation, il ne cure pas les box. Il va voir les chevaux au pré, il va éventuellement, quand il apporte du fourrage, quand il a éventuellement complété sur quelques rations, il va les observer, il va aller voir si tout le monde se sent bien, quelle interaction, s'il y en a un qui est un peu plus écarté du groupe et pourquoi, et se poser la question. Mais il va être dans ses compétences d'enseignant d'équitation, il ne va pas être là pour entretenir des box et juste du fumier, c'est sûr. Et alors dans votre écurie, donc de 50 chevaux, vous le disiez, vous avez la particularité d'abriter une race spéciale, une vingtaine de chevaux islandais. Alors vous avez même participé à la promotion de cette race en France et vous me disiez qu'en Islande, le cheval fait partie du patrimoine. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rapport de l'Islande et du cheval et du bien-être ? Alors l'Islande, c'est un très jeune pays finalement, et évidemment il doit tout à ce petit cheval islandais. C'est pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est une sorte de double poney très chevelu, une espèce de grand Shetland on va dire. Là-bas sur l'île, il y a uniquement cette race-là, il n'y a pas de poney, pas de grands chevaux. Et ce cheval a aidé complètement au développement. Donc encore aujourd'hui, il est utilisé pour traverser certaines montagnes, certaines contrées qu'on ne pourrait pas traverser, et même en 4x4. Les premières voitures sur l'île, ça a été une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de roches volcaniques. Enfin, c'est un climat très rude et un environnement qui est difficile. Donc ces chevaux-là, oui, font partie du patrimoine culturel. C'est la force du pays, encore aujourd'hui. Et donc il est valorisé dans plein de domaines. Donc on parlait d'hypophagie, c'est un des domaines là-bas. Bien sûr, on mange du cheval en Islande et il ne s'en cache pas. On monte dessus pour aller se promener, on monte dessus pour aller en randonnée et on monte dessus pour faire de la compétition. Et puis évidemment, c'est un cheval de famille. Voilà.
il couvre tous les domaines avec ce cheval-là, parce que c'est une île, et sur une île, on exploite aussi les ressources de l'île, et il en fait partie. En parlant de compétition, je vais donner la parole à monsieur Alain de Royer-Dupré. Avec vous, on change de décor, direction Chantilly en région parisienne, puisque vous êtes entraîneur de chevaux de course. Pour ceux qui s'en souviennent, Dalacani, Zarkava font partie des cracks, notamment qui ont gagné le prix de l'Arc de Triomphe et qui sont passés par votre écurie. Pouvez-vous nous expliquer comment vous... Oui, c'est vrai que ça le mérite. Pouvez-vous nous expliquer comment vous les préparez physiquement et mentalement? Alors, il est important pour nous, évidemment, on est dans un métier de compétition. Il faut réussir. Et je pense qu'il faut avoir des très bons chevaux, mais il faut aussi avoir une équipe d'hommes qui soit exceptionnelle. Je pense que la réussite des écuries passe beaucoup par la qualité des cavaliers, la qualité des gens qui s'occupent des chevaux. Et c'est à nous de les mettre en valeur et d'avoir une communication agréable avec eux. Un cavalier heureux rendra son cheval heureux. Un cavalier de mauvaise humeur le matin peut avoir des réflexes qui ne sont pas bons. Ils sont très surveillés, évidemment, parce que nous, on est dans un travail de groupe. C'est-à-dire, quand on a 40 personnes à cheval, on a toujours au moins 2 ou 3 assistants qui sont avec eux. Et donc, la brutalité, elle est difficile à faire, il faudrait vraiment se cacher. Mais en réalité, on a affaire à des cavaliers professionnels qui sont très bons parce qu'ils montent à cheval à peu près 5 heures par jour. Donc, quand vous faites le moindre sport 5 heures par jour, vous êtes obligé d'être assez bon, ou alors il faut changer de métier. Et donc, on a une espèce d'ambiance qui pour moi, est passionnante parce que ce sont des gens qui aiment les chevaux et qui respectent les chevaux. Et les chevaux sont des animaux extraordinaires qui s'adaptent à toutes les situations. Moi qui ai voyagé beaucoup dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes d'entraînement en Australie qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, même la façon de nourrir qui n'est pas la même que les nôtres, mais que les chevaux s'adaptent très bien à condition qu'on ne change pas tout le temps de méthode. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle méthode à condition qu'elle soit constante. On dit toujours dans notre métier avec sourire que les entraîneurs caractériels ont beaucoup de mal à avoir des chevaux calmes parce que les chevaux ne comprennent plus rien. Donc c'est très simple, mais ils sont des animaux qui sont élevés en groupe, qui sont entraînés en groupe et qui vivent pour la compétition. Zarkava n'était pas très facile, hein? Non, elle n'était pas très facile, mais elle avait justement un cavalier exceptionnel qui s'est jamais battu avec elle, qui n'a jamais été en contradiction. Si un jour on s'était battu avec, à mon avis, elle nous aurait dit non dès le début. On parlait beaucoup, Arnaud en parlait tout à l'heure, de culture, Alain de Royer-Dupré. Vous êtes fils d'un homme qui a marqué le sport, puisque votre père était directeur du haras de Saint-Lô, mythique haras de Saint-Lô. Est-ce que cette culture, dès votre enfance du cheval, vous a aussi amené à voir le cheval comme un compagnon, enfin comme quelque chose, comme un matériel, le mot n'est pas très beau, mais qu'il fallait comprendre Ah, sûrement. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, parce que je dois beaucoup aux chevaux, ils m'ont beaucoup donné. Et ça fait quand même 70 ans que je vis avec eux, et parce que j'ai commencé très jeune, en passant par les sports équestres, en passant directeur d'un haras de pur sang, et après en passant par l'entraînement. Donc j'ai vécu un peu tous les domaines. Et c'est quand même... C'est vrai que ce qu'on apprend avec l'équitation classique, j'ai eu la chance d'être avec Jacques Le Goff, qui était un des grands cavaliers internationaux, et pendant mon service militaire, pendant 2 ans à l'époque, et vraiment j'ai appris beaucoup, et je crois que les méthodes pour avoir un cheval qui accepte et qui adhère à ce qu'on lui demande, il faut vraiment penser toujours au cheval en tant qu'athlète, et surtout je crois beaucoup au temps d'échauffement. C'est-à-dire que plus on donnera le temps à un cheval, plus on l'échauffera, plus on pourra lui demander quelque chose de... Ramener un cheval après 20 minutes d'échauffement, c'est plus facile que quand on sort du box et qu'on commence à mettre tout en place trop vite. Et donc c'est assez important pour l'équitation. Donc ça va avec les courses, tout ça, ça peut se mélanger. Ouais. Est-ce que les chevaux, selon vous, aiment ce qu'ils font? Est-ce que vous sentez après une victoire ou même après un entraînement, dans leur regard, dans leur façon, qu'ils ont conscience et qu'ils sont heureux? Évidemment, il y a des chevaux qui aiment challenger les autres et des chevaux qui aiment repousser les attaques, et puis les très bons qui acceptent les deux. Mais il y a des chevaux qui n'aiment que venir sur les autres et qui n'aiment pas du tout qu'on les attaque. On ne peut pas aller contre la nature d'un cheval. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de détecter la bonne distance pour les courir et la façon de les courir, et puis le temps entre chaque course, le temps de récupération, et puis surtout nous qui avons affaire beaucoup à des jeunes chevaux, puisqu'ils commencent très tôt, ils commencent à 18 mois, c'est de sentir le moment où ils ont la maturité suffisante pour entrer dans la compétition.
Justement, parce qu'on a le bien-être du cheval. Je me fais l'avocat du diable, hein, autrement c'est pas drôle. Les chevaux arrivent au débourrage à 18 mois. Oui. Bon, Oui. On peut comprendre que ça interroge des gens de se dire à 18 mois, on est dans un bébé. Est-ce que c'est bien raisonnable physiquement, mentalement, d'aller déjà faire travailler un être vivant qui est loin d'être terminé dans sa croissance? Moi, je pense qu'on les débourre pas assez tôt. Parce que je crois que plus ils travaillent jeunes, plus ils s'adaptent jeunes. Et actuellement, au trot, on a un bel exemple, c'est Philippe Allaire qui gagnait qui gagne beaucoup de courses de 2 ans. Et en réalité, en parlant avec lui, j'ai appris qu'il débourrait ses chevaux très tôt. La précocité, c'est pas le contraire de la longévité? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, parce qu'il y a un âge où le cheval est un peu en caoutchouc. Et si on le durcit à ce moment-là, on ne prend aucun risque. À passer un certain temps, si on commence à aller trop vite, là, on peut abîmer quelque chose. Donc, commencer tôt n'est pas un inconvénient. Mais surtout, on a évolué depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Les méthodes de débourrage sont devenues très souples. Autrefois, on fatiguait les chevaux pour pouvoir monter dessus. C'est complètement terminé. On travaille, on les débourre au pas et au trot, pratiquement, les chevaux. Donc, tout ça, c'est un autre travail qui fait que c'est pas dur pour le mental du cheval et c'est pas dur pour le physique non plus. Arnaud Boiteau, vous aviez l'air d'avoir envie de réagir, non? C'est cette idée du parce que débourrage. d'abord, il a cité un cavalier de concours complet, donc ça lui parle. Mais le débourrage, cette idée du débourrage assez précoce. Je suis interpellé par cette remarque, mais émanant de qui elle vient, je ne suis que très respectueux de tout ça. En sports équestres, on débourre les chevaux à 3 ans. Pour une raison qui est celle-là, c'est que génétiquement, les chevaux sont moins précoces, ont une croissance qui est plus longue. Et voilà, et proportionnellement, en fait, on est sûrement sur la même longueur d'onde. Oui, mais si je puis me permettre, on a une méthode d'élevage chez les pur-sang qui est quand même beaucoup plus précoce que celle qui est utilisée sur les chevaux de selle. Donc plus parce que l'objectif n'est pas le même. Plus ils sont, bien sûr, plus ils ont élevé c'est ce qui dit précoce, dit nourri très jeune, et surtout qu'ils arrivent très jeunes à galoper eux-mêmes en liberté dans les herbages entre eux, etc. Donc pour commencer à se former et à se faire physiquement. Peut-être pour rester sur un point commun, entre les deux au sein de la filière, c'est un outil qui fait parfois débat, c'est la cravache, qui fait autant de mal peut-être pour les chevaux que pour l'image qu'elle renvoie, notamment dans les courses. Si j'ai bien compris, vous, monsieur Droyer-Dupré, vous préférez dire à vos jockeys pas de la laisser au vestiaire, mais d'y aller mollo. Oui, mais justement, moi j'ai fait quelques articles il y a 2 ans là-dessus, parce que je trouve qu'il y avait un excès de cravache dans nos courses qui est ridicule et qui sert à rien. Et notamment, j'ai eu la chance de travailler les 5 dernières années ayant comme jockey, 5 dernières années du jockey qui était Yves Saint-Martin, et qui était un jockey qui se servait jamais pratiquement de la cravache. Et donc c'était un bon exemple, c'était le meilleur jockey français, et il donnait 2 ou 3 petites claques comme ça, et puis c'est tout. Donc on peut demander le maximum à un cheval, sans pour ça. La cravache peut être très négative en plus, parce que la respiration en course, elle est très importante, la ventilation, elle est très importante. Si vous donnez un coup de cravache qui est mal placé au moment où le cheval est en train de donner un effort, vous allez lui bloquer sa respiration et vous allez à la contre-performance. Pourquoi alors ces arguments-là ne sont pas plus forts que ceux en face qui gardent la cravache? Par exemple, moi je travaille dans une salle de rédaction où on est 3 pour le cheval et 150 sur le football. Oui. La première chose quand ils me parlent de course, mais avec beaucoup de cravache, donc, on le sait depuis des décennies presque maintenant, c'est une image déplorable. Pourquoi il n'y a pas cette évolution? Peut-être qu'à la direction de France Gallo, on manque un peu d'hommes de chevaux pour sentir ça, parce que c'est quand même une chose qui est tellement évidente qu'il faudra le résoudre. Il faudra le résoudre. Les Allemands sont arrivés à 5 fois l'utilisation. Nous, on est à 6. On a quand même diminué un peu, mais je pense qu'il faudrait arriver à 3, ça suffit, quoi. Et Monsieur Maupas, vous qui avez les rênes au trot, quelle est votre position justement sur la cravache? Vous pourriez aussi prendre une décision assez forte. Alors, sur la cravache, bien évidemment, en termes d'image, l'utilisation, ce qu'on appelle abusive de la cravache, est bien sûr un élément très négatif. Et c'est pour ça qu'avec les professionnels, parce que je pense que dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être équin, dans cet aspect de la réglementation, où nous travaillons avec les professionnels des chevaux, et avec eux, avec leur collaboration, où, comme le dit M. Droyer-Dupré, si on impose des règles, ça ne peut pas fonctionner. Nous, on l'a fait au trot, on a diminué et on a plus sévèrement sanctionné l'usage de la cravache abusive. Faut-il aller plus loin? J'en suis convaincu.
aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que notre rôle aussi à nous, c'est de responsabiliser les utilisateurs. C'est pas forcément d'imposer des réglementations, d'imposer des sanctions. 10 ans, là. Il faut Non, encore pas 10 ans. forcément, pas forcément. Nous, on a fait beaucoup d'efforts en 2 ans simplement, au trot, en limitant le nombre de coups de cravache, Oui, en modifiant si je puis me la permettre, façon d'utilisation. Vous avez fait une chose qui est très bien, c'est Je vous remercie. à l'attelé, c'est de ne pas avoir le droit de mettre les rênes Oui, dans tout à une fait. main et de taper avec Exactement. l'autre. Ah ouais, bien Vous êtes sûr. obligé de garder les 2 rênes, donc vous ne pouvez pas vous servir brutalement d'une cravache quand vous avez les rênes en même temps. Exactement. Ça a été très très bien. Et au trot monté, on a pris aussi une mesure où on n'autorise plus le jockey à lever le bras au-dessus de la ligne de l'épaule, pour éviter effectivement ces images. Vous savez, on a eu l'exemple d'un prix de Cornulier il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'est il y a 2 ans, où on a eu une arrivée formidable de 5 chevaux sur la même ligne pour gagner le prix de Cornulier, qui est la plus belle épreuve au trot monté. Tout le monde a dit à l'arrivée de la course, quel superbe spectacle. On a vu une course, on a vu des champions, ils ont tous défendu leur chance. Et puis aussitôt après, on a revu les images des Kidia qui sont passées au ralenti, et là on a vu l'utilisation de la cravache pour chacun des concurrents, les 5. Et là, tout le monde a crié au scandale. Alors que la première image que l'on avait sur cette course-là, c'était de dire « c'est une superbe course, voilà enfin le spectacle des courses hippiques, c'est ça qu'on veut voir ». Et puis, c'est ce qui nous a conduit, juste après, à modifier la réglementation dans les courses au trot monté. Mais vous n'avez pas le chois. On n'a pas le choix. Les courses vont mal. Vous devez aller chercher des clients nouveaux. Bien Pour aller chercher des évidemment. clients nouveaux, il fallait chercher un public plus jeune, plus moderne, Bien qui évidemment. n'est pas la ruralité. Si vous ne faites pas ça, il y a le feu au village. Je comprends pas que J'en suis complètement conscient. Mais il y a une chose que je veux éviter quand même, c'est qu'on arrive à des situations un peu abusives, comme on a vu dans certains pays européens, où on interdit l'utilisation de la cravache. Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Pourquoi? Parce que la cravache, par définition, ça fait partie de l'équipement du cavalier ou du jockey. C'est-à-dire que c'est aussi un élément de sécurité pour le jockey. Donc je dis simplement, faisons comprendre aux utilisateurs qu'ils doivent modérer l'utilisation de la cravache pour la garder et qu'on ne nous impose pas à l'avenir la suppression de la cravache en course, qui serait, encore une fois, stupide. Le comportement d'un cheval en course, on l'a vu dans certains cas, où le jockey a bien évidemment besoin de sa cravache pour éviter un accident, pour éviter Est-ce que vous avez le sentiment, autant au trot au galop, de comprendre la période que l'on vit, qui est la raison, sans aucun doute, de Ouest France d'avoir organisé cette journée, et de vous dire que vous répondez à l'inquiétude de l'utilisation moi, de l'animal. j'ai vécu en Australie, parce que j'ai été souvent courir en Australie, et le jour des grandes courses, dans la Melbourne Cup, vous avez des gens avec des banderoles le long des pistes qui bougent énormément. Mais moi, je le comprends très bien, vu de l'extérieur. La cravache est indispensable, ce que vous disiez était tout à fait juste, mais pour encadrer le cheval, pour éviter un incident, pour éviter un cheval qui change de ligne brutalement ou une chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut très bien diminuer le nombre de... Mais il est urgent de le faire, à mon avis, il est tout à fait urgent, et ne pas attendre à Waregem, ils ont supprimé les œillères, par exemple, sur les courses, parce qu'il y avait des abus aussi. Il ne faut pas aller dans l'abus. Mais pour rebondir sur votre question, bien évidemment, le bien-être animal aujourd'hui, ça fait partie de notre environnement, et de plus en plus. Je crois que tout le monde en a pris conscience, nous en avons confiance. Au niveau de la Société du Trot, par exemple, nous avons créé, c'est récent, je vous l'accorde, nous avons créé une commission du bien-être animal. Commission du bien-être animal, où nous y intégrons les professionnels des courses. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, avec eux, non pas contre eux, mais avec eux. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et cette commission, elle a déjà fait des recommandations en matière de déferrage, par exemple, où, suite à une recommandation de la dite commission, on a interdit le déferrage pour les chevaux de 2 ans et 3 ans. Alors on nous dit c'est barbare. Vous savez, le déferrage, c'est une pratique qui nous vient des pays scandinaves. Et d'un autre côté, on nous dit que les pays scandinaves, ce sont les champions du bien-être animal, etc. Mais c'est eux qui nous ont apporté cette technique-là. Donc nous l'avons encadré, ça se passe très bien. La commission du bien-être animal, par exemple, suit les statistiques chaque année de tous les chevaux qui ont été déferrés. Combien de fois ils ont été déferrés? Y a-t-il des entraîneurs qui font un usage abusif du déferrage pour prendre des décisions ensuite? Puis deuxièmement, je ne veux pas que les courses hippiques soient vues, je ne veux pas qu'elle soit vue non plus comme une utilisation du cheval pour des raisons économiques, pour les paris, etc. Non, c'est pas vrai. Vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup dans le code des courses au trot, c'est le gardien. L'entraîneur est défini dans le code des courses comme le gardien du cheval. Ça veut dire beaucoup de choses, le gardien du cheval. Et nous, on a pris des décisions. Regardez la lutte antidopage, par exemple. C'est la principale action
que nous avons en termes de bien-être équin. C'est-à-dire que c'est comment éviter que des manipulations soient faites sur les chevaux. On y consacre un budget qui est très important, plus de 10 millions par an. C'est plus de 30 000 prélèvements qui sont faits sur les chevaux entre le trot et le galop. Oui, la France est exemplaire. Enfin, le trot est exemplaire là-dessus. Juste un chiffre qui est toujours très marquant, c'est que pour la protection du cheval, on fait 3 fois plus d'analyses que dans le sport humain, tout sport confondu. C'est aussi la protection, la crédibilité mais pour le parieur. C'est pas non plus que on n'est pas dans les bisounours non plus. Oui. C'est pas que pour le bien-être du cheval. C'est aussi parce que vous avez besoin d'être crédible. Mais c'est pas tout à fait. Mais c'est aussi un élément très fort de prévention du bien-être animal. Oui, je vais vous donner. C'est pas antinomique, mais c'est pas la seule raison. Mais ça, moi je le défends complètement. Regardez, il y a une ordonnance qui vient d'être passée suite à la loi Pacte pour le jeu. On a introduit un élément qui est très fort aujourd'hui, notamment en termes de lutte contre le dopage, c'est la pénalisation des actions de dopage. Ça n'existait pas auparavant. Nous prenions des décisions disciplinaires au sein des sociétés mères, nos commissaires, puis ça s'arrêtait là. Les commissaires des sociétés de course, ils ont des pouvoirs, ils sont limités, ils sont encadrés, etc. Aujourd'hui, c'est un élément qui est très nouveau, c'est-à-dire que c'est la pénalisation des actes de dopage. Peine d'emprisonnement, des sanctions très lourdes. Ça, c'est très fort en termes de prévention. Parce qu'on parle toujours de répression, mais moi je crois beaucoup aussi à la prévention. Et comment réussir justement à faire changer les pratiques, voire les mentalités, dans une filière où les habitudes ont la vie dure, on voit bien, c'est aussi des coutumes qui se transmettent parfois. Comment réussir dans le fond à porter un nouveau souffle? Il y a un élément culturel très fort. Mais quand j'entends votre question, je voudrais vous rappeler quand même une chose qui pour moi est fondamentale aussi, et moi je le ressens parce que je travaille au quotidien avec les professionnels des courses, et les professionnels du trot en particulier, c'est que par définition, il ne faut jamais cesser de dire que les entraîneurs, les professionnels du cheval, ils aiment leurs chevaux. Et moi, je suis d'accord. Ce que je trouve toujours dommage, moi qui travaille dans votre domaine, c'est que, mais dans tout secteur d'activité, c'est un métier, une filière trop dure. Si on n'aime pas ça, on fait autre chose. Donc, tous les gens qui travaillent avec le cheval, c'est évident. En revanche, vous êtes d'accord que nous, on le sait, mais il y a un décalage entre la vérité des gens qui se lèvent à 4h du matin jusqu'à 22h et qui sont passionnés par ça, et l'image. Tout à fait. Vous comprenez? Moi, je parle de ça. Mais bien évidemment. Il y a un écart, c'est pas normal. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas évoluer. Et au contraire, il faut sûrement aller plus loin et plus vite. Ça, c'est évident. Il y a un élément qui est très fort aussi, c'est la formation de nos professionnels. Est-ce que nous faisons assez aujourd'hui pour la formation de nos entraîneurs sur l'aspect bien-être animal? Je vous dis non. On ne fait pas assez. Il va falloir faire beaucoup plus, notamment à la formation initiale, mais sûrement en termes de formation continue après. C'est-à-dire que la notion de bien-être animal évolue, le ressenti évolue, et il faut qu'on s'adapte aussi, et il faut que nos professionnels s'adaptent aussi. Il n'y a pas que les courses, hein. Sport, c'est pareil. Oui, non, mais bien sûr, mais l'image aujourd'hui est cruelle. L'image est cruelle. Je vous parle de cette course qui était superbe, mais voilà, tout le monde n'a retenu après que la cravache, alors que la performance était excellente. Donc oui, bien évidemment, on doit aller plus loin sur la formation. Peut-être que dans les matériels que les professionnels utilisent, on a commencé à le faire puisqu'on a fait une liste de matériel interdit pour la compétition. Lesquels? Sur des morts, sur des piquants de rennes, sur des choses comme ça qui, à l'œil nu, voilà, en termes d'image, encore une fois, sont catastrophiques. Il faudra sûrement aller plus loin, peut-être interdire voilà, d'autres matériels. La cravache, vous aviez tout à fait raison, il faut réduire le nombre de coups. Et là, la Société du cheval français fait partie de l'Union européenne du trot. Il y a une décision qui a été prise par l'ensemble des pays européens de limiter les coups de cravache. Nous ne l'avons pas encore fait, nous, en France. Et je vais représenter début d'année cette modification, parce qu'il faut qu'il y ait... En tous les cas, dans ce domaine-là, il faut qu'on soit moteur. Il faut tout faire pour qu'on ne nous impose pas. On ne nous impose pas des contraintes. Il faut qu'on soit moteur, qu'on prenne nos responsabilités. Et alors justement, en restant dans cette idée, il y a peut-être aussi un point sur lequel le trot a pris quelques longueurs de retard, c'est sur la reconversion des chevaux, notamment avant la carrière, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, ou la capacité plutôt de se qualifier, et ceux en fin de carrière. On va en parler dans la table ronde suivante avec l'association Au-delà des pistes, mais vous, au trot, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour la reconversion des chevaux de course? J'avoue complètement que nous sommes en retard au niveau du trot. Nous sommes en retard, c'est un sujet qui a été évoqué par la commission du bien-être animal. Nous allons être dans l'obligation de prendre des actions,
certaines règles, du financement, je pense aussi, pour accompagner certaines associations aujourd'hui qui travaillent très bien dans ce domaine. C'est un vrai sujet, la reconversion. C'est la reconversion à la fois des trotteurs qui ne rentrent pas dans le circuit de la compétition, et puis ensuite la reconversion de ceux qui en sortent. Alors bien sûr, il y a la partie élevage où tout le monde repart à l'élevage, et puis il y a ceux qui ne repartent pas à l'élevage. Ça, c'est un vrai sujet. Là encore, il faut prendre des actions pour pouvoir communiquer, et qu'on ne vienne pas nous faire tout le temps le reproche que le trot ne s'occupe pas de la reconversion de ses chevaux. Il faut qu'on s'en occupe, et ça, je dirais que dans les 2 années qui viennent, ce sont des décisions majeures que nous aurons à prendre. Mais il y a par exemple des éléments sur lesquels vous ne communiquez pas, je trouve, suffisamment. Contrairement par exemple au galop où les chevaux arrêtent leur carrière très tôt, vous avez des chevaux qui courent vraiment longtemps parfois. Oui. C'est un vrai argument. Ça, c'est un argument qui dit, voilà, si les athlètes n'étaient pas bien... Les soins au trot sont exceptionnels de niveau. Mais dans les écuries, les soins apportés aux trotteurs sont formidables. Mais que ce soit dans le trot ou dans le galop. Mais encore une fois, le propre de l'entraîneur, c'est quoi? C'est d'avoir un cheval, en bonne santé. C'est un athlète, le cheval. Il faut qu'il soit en bonne santé, physique et mentale. Sinon, le cheval ne gagne pas. Donc, voilà... Les entraîneurs aujourd'hui, et ça il faut aussi le dire, ils mettent tout en œuvre pour le bien-être de leur animal. C'est évident. Et après, vous avez certains comportements qui peuvent être sanctionnés, bien évidemment, et ça il faut tout mettre en œuvre, nous, en tant qu'organisateurs, pour avoir des sanctions pour sanctionner ces comportements. On fait des contrôles à l'entraînement, par exemple. Il y a quelques années, il y a eu la charte du bien-être équin qui a été signée. Il y a le guide des bonnes pratiques qui doit être publié très prochainement. Et il y a notamment un guide d'utilisation qui a été avec cette charte. Nous l'utilisons déjà dans les courses au trot. Lorsque nous allons faire des contrôles à l'entraînement chez les entraîneurs, le vétérinaire ou la personne qui fait le contrôle doit remplir tout un questionnaire sur le comportement des chevaux, comment ils sont nourris, comment ils sont logés, quel est le comportement du cheval vis-à-vis de l'homme. Donc on a toute une série de questions, c'est rempli systématiquement, c'est donné au commissaire de la SECF quand ils font le bilan de ces contrôles. Donc oui, vraiment c'est une question qu'on se doit de prendre à cœur, on le fait. Peut-être pas suffisamment, on ne communique peut-être pas suffisamment là-dessus, mais je vous assure que c'est une réalité de notre quotidien aujourd'hui. C'est sûr. Peut-être une question un peu vaste, mais qui concerne vraiment ceux qui sont dans la performance. Donc je vous regarde, Monsieur Boiteau, mais est-ce que vous êtes optimiste pour la continuité de la pratique du haut niveau dans les années à venir, et comment vous voyez l'avenir? Je le vois rose si on s'en occupe. Comment on peut s'en occuper justement? S'en occuper, c'est à une époque où la communication joue un rôle majeur, c'est d'avoir en permanence, peut-être même avant le souci de performance, le souci de montrer que ce qu'on fait, nos pratiques, nos méthodes d'entraînement, la finalité vers laquelle on tend, c'est-à-dire la réalisation d'un parcours de haut niveau en essayant d'être le meilleur, est totalement compatible avec le fait que le cheval le vive du mieux possible. Et donc de prouver qu'on entraîne correctement. Moi j'ai fait les championnats du monde en 2010 avec un cheval de 18 ans aux États-Unis, en concours complet, donc une discipline a priori exigeante, à l'autre bout du monde. Et c'est pas une exception. Donc ça prouve bien qu'il y a une longévité qui est incontestable. Et qu'on a cœur à prouver parce qu'on est persuadé de nos méthodes et de la manière dont on les réalise. Du côté média, en tout cas, il y a urgence. Il faut vraiment valoriser, que les institutions valorisent le cheval et ceux qui le respectent et sanctionnent lourdement ceux qui peuvent mettre en péril l'ensemble du bateau. Exactement. Ça me paraît évident. Juste une dernière pour la route. Monsieur Droyer-Dupré, vous, quel regard justement aussi vous portez sur l'avenir? Vous avez une longue carrière. Quelle est la suite? Ce qui m'inquiète, moi, sont les chevaux qui se font mal. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à faire des performances extrêmes à nos chevaux qui vont très vite, qui sont de mieux en mieux entraînés. Et on a un vrai problème, c'est la qualité des pistes sur lesquelles on court.
Et à partir du moment où on a une surutilisation des pistes, on a des pistes qui se dégradent un peu, et c'est là où les porte-à-faux arrivent, et c'est là où les chevaux peuvent se casser. Et là je crois que c'est un souci sur lequel il faut que vraiment les sociétés mères y pensent. Parce qu'au trot, c'est moins marqué parce que vous courez sur des pistes tassées qui sont des pistes artificielles. Nous, on court beaucoup sur gazon, et quand un gazon a été rebouché X fois, ben, la piste n'est pas plate, et c'est là où les accidents arrivent. Et ça, c'est pour un entraîneur, c'est toujours une appréhension quand on court les chevaux. Déjà, quand ils rentrent indemnes, on est très content parce qu'on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Guillaume Opin. Oui, je cautionne parfaitement ce que dit Alain Droyer-Dupré. La qualité des pistes, c'est primordial. On a mené des études au trot par rapport à la qualité de nos pistes avec l'INRA, justement pour voir tous ces problèmes de résonance, de dureté des pistes. Donc ça, c'est essentiel. Il y a plein de questions qui se posent sur le bien-être animal. Je vous en donne une, parce que c'est un sujet que nous avons à l'étude aujourd'hui. J'ai cru comprendre du débat précédent où on parlait par exemple du problème de dos des chevaux. On a un sujet, nous, c'est le poids porté par les chevaux dans les courses au trot monté. Faut-il réduire ce poids? La monte des jockeys au trot a changé, elle a évolué, c'est vers l'avant maintenant. On n'a pas fait bouger les poids. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas diminuer les poids, justement, pour protéger le bien-être du cheval? C'est une vraie question, on y répondra en 2020. Oui, mais le trot et le galop, c'est pas la même chose, parce que le trot est une allure horizontale, le corps du cheval reste horizontal et ce sont les jambes qui bougent. Le galop, à chaque foulée, vous avez une propulsion de l'arrière vers l'avant, il y a une sollicitation du dos qui est vraiment supérieure. Et là, effectivement, le poids est très important. Oui. Le travail en suspension est obligatoire et c'est vraiment pour nous un souci majeur, le problème du dos. Et pour terminer, par rapport à la responsabilisation des entraîneurs par rapport à ça, c'est eux qui nous posent cette question-là, qui nous disent, on voit l'évolution de la carrière de nos chevaux au trot monté, on se pose la question, y a-t-il pas un problème de poids porté par les animaux? Donc c'est une question à laquelle on doit répondre, donc plein de sujets sur la table. Merci. On va passer aux questions du public. Merci. Alors, on va commencer par une question SMS. On parle beaucoup de l'image des courses, le trot, le galop, mais quid des sports équestres, les guêtres postérieures, les cravaches en CSO? 3 petits points. Qui veut répondre? J'ai bien peur que ça soit à moi de le faire. C'est marrant parce qu'on on a évidemment discuté un petit peu avec Kamel avant et on a évoqué les guêtres postérieures ensemble et moi j'en fais une interrogation. Alors juste pour peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, en fait certaines guêtres postérieures peuvent aider au passage des postérieures au-dessus de l'obstacle, pas toutes, hein, certaines catégories, la façon dont on les sert, etc. Et il y a un vrai débat, est-ce que c'est de la triche, est-ce que c'est pas de la triche? Et c'est sûr que parfois, c'est utilisé pour rendre excessif le passage des postérieurs. Oui, donc il ne s'agit pas d'un acte de barbarie, loin de là. Il s'agit d'un pincement qui est effectué au niveau du tendon postérieur, de manière à ce, comme Kamel vient de l'évoquer, à améliorer le style. On aurait envie de penser que c'est une aide dont on peut se demander si elle est bien souhaitable. Pour ma part, j'en doute. Par contre, la manière dont c'est utilisé prête aussi à discussion. En gros, est-ce que utiliser de manière peu importante, ça permet pas d'améliorer certains chevaux et de les rendre meilleurs sans leur faire mal? La réponse est probablement oui. Utiliser, comme on l'a vu parfois, de manière totalement excessive avec des chevaux qui sont tellement gênés au niveau des postérieurs qu'ils basculent tellement fort dans leur saut qu'ils ont un déséquilibre avant qui est tellement voyant que ça en est presque ridicule parfois. Et alors dans ce cas-là, et là, par l'image seulement, le cavalier est pénalisé. Et dans ce cas-là, bien sûr que c'est exagéré. Et dans ce cas-là, bien sûr qu'il faudrait imaginer de l'interdire. Moi, j'en suis intimement persuadé. La cravache en CSO ou en complet n'a pour autre vertu, entre guillemets, que d'encourager le cheval face à une difficulté à venir. À aucun moment, la cravache n'est utilisée pour accélérer, pour aller plus vite. Si c'est le cas, c'est arrivé une fois l'année dernière sur le mythique parcours de badminton en Angleterre en concours complet,
où un cavalier connu a utilisé sa cravache à des fins d'accélération, il a été sanctionné immédiatement et il regrette très probablement de l'avoir fait parce que les conséquences ont été très très lourdes. Voilà. Merci pour cette réponse précise. Des mains peut-être, oui. Monsieur. Bonjour. Moi, c'est pas une question, ça serait plus par rapport au débat de tout à l'heure où Monsieur Marty est passé. Juste une dizaine de minutes. Je pense que c'est dommage parce que la table qui est devant nous serait d'accord à ouvrir nos portes pour justement que les associations qui représentent sont vraiment contre les courses, contre le concours complet, contre le concours hippique. Et je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir tous nos portes aux différentes associations pour justement voir que nous, tous les matins, on se lève, que ce soit dans le concours complet hippique ou polo ou autre. Parce que je pense que le débat de tout à l'heure n'a pas été assez long. Monsieur Marty a juste pu prendre 2 questions un peu agressives. Enfin, moi, ça me fait peur, voilà. J'avoue que nous... Vous êtes, pour préciser, vous êtes entraîneur de galopeurs près d'Angers, à Jarzé. Voilà, j'entraîne des galopeurs. Et je pense qu'on est tous dans le même bateau. Donc là, on sait tous qu'on va tous dans le bon sens pour le bien-être animal. Dans le complet, on fait des efforts. Dans le trot, on fait des efforts. Il y a des associations à côté qui font des efforts. Mais il faut juste qu'à mon avis, on ouvre plus nos portes pour le développer au monde extérieur qu'au monde des chevaux. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la phobie, quelle qu'elle soit, que ce soit vis-à-vis contre le sport, contre les courses ou d'autres choses dans la vie, c'est l'ignorance. Et je pense que c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Arnaud. Quand moi, à Rotterdam, je vois des gens sur la piste qui veulent arrêter le saut d'obstacle, évidemment, je suis contre ce genre de comportement. En revanche, j'entends la question. Et je ne peux pas dire que la question qu'il me pose, enfin qu'il nous pose, il ne la pose pas à moi, mais elle soit complètement stupide. C'est à nous de dire... Venez voir, on échange et peut-être, oui, il y a des choses qu'on doit améliorer, mais si on est chacun de notre côté en disant ce qu'il vient de dire, c'est idiot total, moi je suis sûr de moi, d'abord personne ne peut répondre à la question qu'on a vécue à Rotterdam 100% dans les yeux en disant vous avez 100% tort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il y a des choses évidemment à faire et je crois, Arnaud et il est prêt aussi, c'est la communication. La phobie, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est le manque de culture. Donc eux restent sur leur position, qui part pas d'une immense méchanceté contre ce que vous êtes et ce que je suis, ou les athlètes, mais une méconnaissance. Et nous aussi, peut-être on est obligé, ça nous amènerait également à nous réveiller sur 2-3 choses où on a l'habitude et où on fait plus très attention. Hélène Roche, vous voulez réagir aussi à ce sujet que quand on pense ce qui s'est passé depuis très longtemps, le cheval était un cheval de guerre, le cheval était le cheval qui travaillait dans les champs, le cheval était le compagnon de l'homme et qui avait une vie très dure. Et on peut penser maintenant que nos chevaux ont une vie quand même amplement plus agréable que celle qu'ils ont vécue avant. Hélène Roche. Oui, ce que je voudrais peut-être préciser aussi, c'est qu'on parle beaucoup de quels moyens on met en œuvre pour respecter les besoins des chevaux. On parle d'écuries innovantes, de tout ce qu'on met en œuvre, du fait qu'on aime les chevaux. Maintenant, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur l'avancée de la recherche qui essaye de mettre en évidence des indicateurs centrés sur l'animal. Comme Arnaud Boiteau le précisait, il parlait de ce que ressent le cheval, c'est ça qui compte. Et prendre le point de vue de l'animal, c'est essayer d'aller vers des indicateurs objectivables en disant, pas juste on a mis les moyens en œuvre pour que le cheval soit bien, c'est aussi savoir ce que lui, il ressent de la situation. Un cheval dans une situation, et selon ses émotions, selon son vécu, selon ses modes d'élevage, va pas se comporter de la même façon qu'un autre qui pourtant semble comme ça similaire. Donc, si on pense plutôt se centrer sur ce que le cheval, lui, vit et ce qu'il ressent, je pense qu'on va vers quelque chose de plus juste et qui ne sera pas contestable que de dire, alors nous, on limite le coup de cravache, et puis d'autres vont nous dire, ouais, mais vous l'utilisez toujours. Et puis, de toute façon, vous les faites courir. Après, c'est peut-être la réponse, c'est est-ce que les chevaux, ils prennent du plaisir à faire ça? Et je pense que là, on peut développer des indicateurs, et moi, j'imagine tout à fait qu'on va
plutôt je crois qu'il dans ce y, sens-là. y a un bon test. Quand on va dans certaines écuries, vous rentrez dans un box, le cheval vient vous voir, il est ravi de vous voir. Vous allez voilà. dans d'autres écuries, vous rentrez, le cheval vous tourne le dos. Ça, c'est Tout à un fait. indicateur qui Et est très marquant. Christine Briand a parlé des indicateurs qui se développent, et notamment les tests de réaction à l'homme. Ce sont des indicateurs. On a des indicateurs, et je pense que là, la science, l'éthologie, l'éthologie est assez accessible à tout le monde parce que c'est de l'observation. Encore faut-il être, comme on l'a dit, éduqué et formé. Et ça, il y a encore du progrès à faire. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Une question à Arnaud Boiteau. Bonjour Arnaud. Donc, une question sportive. Est-ce que l'équipe de France peut nous récolter des médailles au JO 2020 puisque enfin, je rappelle qu'à Rio, l'équipe de France olympique d'équitation nous a ramené la première médaille olympique à Allez, Rio. on terminera par ça. Alors oui, il y a une seule condition, c'est que les chevaux soient heureux. Bien joué. Voilà, c'est une très belle conclusion. Mais encore, très probablement, même si on sait qu'à ce niveau d'épreuve, ça ne tient pas grand-chose, la médaille de Rio d'or, comme celle de la mienne de 2004, se sont joués à rien, mais je crois que c'est le principe de ces sports à ce niveau-là. Les chances françaises pour l'année prochaine sont bien réelles. Je crois que le talent du sélectionneur Thierry Touzin devrait faire une fois de plus son effet. Voilà, donc je pense que oui, c'est pas du tout utopique d'imaginer qu'on soit médaillé. Voilà, et on suivra tout ça. Merci infiniment d'être passé sur le plateau des Assises. Merci.